Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsqu'elle monta dans la ligne de métro locale pour rentrer chez elle depuis son lieu de travail, elle n'aurait jamais pu prédire l'impact profond que cela aurait sur sa vie. Ce qui semblait être un trajet de routine du point A au point B allait se transformer en une épreuve éprouvante. Tout cela à cause d'un homme dans le métro qui fixait son regard sur elle. La raison de son regard la ferait pleurer plus tard. Un jour ordinaire, Becky, 30 ans, termina son quart de travail et se dirigea vers la station de métro. Le quai animé, avec les trains qui passaient à toute allure, marquait la fin de ses responsabilités professionnelles et le début de son temps personnel. Cependant, cette journée allait se dérouler de manière inattendue. En entrant dans le métro bondé, Becky se retrouva dans une situation loin d'être ordinaire. Malgré la foule habituelle de l'heure de pointe, elle préféra rester dans un coin du wagon, se tenant à l'écart comme la plupart des passagers, observant les autres absorbés par leur téléphone ou regardant par la fenêtre. Son attention fut attirée par un homme d'âge moyen aux cheveux courts, apparemment ordinaire. Mais son regard continu dirigé vers elle ressortait. Au début, Becky supposa qu'il regardait quelque chose ou quelqu'un derrière elle, mais un rapide coup d'œil confirma qu'il la fixait directement. Espérant dissuader son regard troublant, elle lui offrit un sourire poli, qui malheureusement ne le découragea pas. Son regard fixe intensifia son malaise, la poussant à essayer de l'ignorer en mettant des écouteurs. En arrivant à son arrêt, Becky remarqua que l'homme n'était plus visible. Pourtant, la sensation d'être observée persista sur le chemin du retour, augmentant son anxiété. Malgré les vérifications répétées de son environnement, elle ne trouva personne, ce qui la conduisit à écarter ses peurs comme étant de simples imaginations. Cependant, la rencontre laissa une impression durable, affectant sa tranquillité d'esprit et jetant une ombre sur ses tentatives de se détendre avec des lectures et des films. Le lendemain, la nécessité d'utiliser le métro pour se rendre au travail fut accueillie avec appréhension. Surtout lorsqu'elle rencontra le même homme, son regard toujours aussi fixé sur elle. Entourée d'autres passagers, elle ressentit un semblant de sécurité, mais resta profondément mal à l'aise. Le soulagement d'atteindre son lieu de travail, un environnement familier et contrôlé, était palpable. S'immergeant dans ses tâches, Becky espérait que la journée ne se terminerait jamais, mais à la fin de son quart, la réalité de devoir faire un autre trajet en métro se profilait. Retardant son départ autant que possible, elle se dirigea finalement vers la station de métro, redoutant une autre rencontre avec l'homme. À son grand désarroi, il était de nouveau là, au même endroit, son regard se verrouillant immédiatement sur le sien. Becky tenta de l'ignorer, espérant qu'il disparaîtrait d'ici son arrêt. Mais cette rencontre semblait sinistrement différente, parce que lorsque le métro atteignit son arrêt final, il n'avait pas disparu de sa vue. Non, bien au contraire. Lorsque Becky quitta le métro, il fit de même. Cela ajouta un nouveau niveau de tension à sa situation déjà stressante. C'était nouveau, et Becky n'aimait pas ce développement. Les yeux fouineurs que Becky avait ressentis hier sur le chemin du retour étaient maintenant associés à un visage qui suivait chacun de ses mouvements. Becky accéléra le pas alors qu'elle essayait de quitter la plateforme en hâte. Mais en vain, car Becky vit que l'homme marchait derrière elle. Chaque fois qu'elle regardait par-dessus son épaule, il gardait ses distances mais la suivait tout le temps. « Que veut-il de moi ?» Becky parla à haute voix. Becky en avait assez. Elle avait besoin d'aide parce que cet homme ne s'en allait pas. Alors, quand la femme nerveuse regarda par-dessus son épaule une dernière fois et vit les yeux perçants de l'individu aux cheveux courts, elle attrapa son téléphone dans son sac. Elle devait appeler la police et leur dire qu'elle était menacée en marchant. Regardant devant elle, Becky tâtonna, essayant de trouver son téléphone.
Elle avait déjà composé le 911 lorsque Becky était prête à appuyer sur le bouton d'appel pour parler à quelqu'un prêt à aider. Mais juste avant que son doigt n'appuie, quelque chose se produisit. Becky était tellement distraite par le tumulte qu'elle ne faisait pas attention à l'endroit où elle marchait. Et c'est alors qu'un carreau de rue inégal la fit tomber. Becky trébucha en avant et parvint tout juste à se rattraper à temps. Mais son téléphone n'eut pas autant de chance. La Becky désorientée se releva aussi rapidement qu'elle le put et chercha son téléphone par terre. Heureusement, l'appareil était encore intact et n'avait aucune éraflure. Mais la situation donna aussi à l'homme mystérieux suffisamment de temps pour gagner du terrain sur elle. Becky tourna la tête avec anxiété, espérant que l'homme n'était pas à distance de frappe. Mais quand elle se retourna enfin, il semblait avoir disparu. Tout cela devenait trop à supporter. Mais Becky n'avait pas le temps de s'y attarder. Sa maison n'était qu'à 180 mètres. Alors elle savait qu'un dernier sprint suffirait pour y arriver en un seul morceau. Becky prit une profonde inspiration et commença à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Avec l'homme hors de vue, elle atteignit son appartement. Était-elle enfin en sécurité maintenant ? Becky semblait le penser. Son appartement était l'endroit le plus sûr, pensait-elle. Il avait une porte qui pouvait être verrouillée, et quand elle fermait les rideaux au monde extérieur, c'était comme si elle était dans son propre nid sûr. Après s'être enfermée dans son appartement, Becky atténua la plupart des lumières pour donner l'impression que personne n'était à la maison. Mais tous ses efforts s'avérèrent vains. Car au moment où le rythme cardiaque de Becky commença enfin à se calmer un peu, quelque chose se produisit qu'elle n'avait pas prévu. La femme nerveuse marcha jusqu'à sa fenêtre et jeta un coup d'œil par le petit espace laissé dans les rideaux. Et quand elle le fit, elle regretta immédiatement sa décision. Car juste en face de son appartement, elle vit de nouveau l'homme. Il se tenait là, regardant fixement son domicile. Becky poussa un petit soupir de pure frayeur et attrapa immédiatement son téléphone. Elle devait appeler la police pour de vrai cette fois. C'était quelque chose qu'elle avait déjà prévu de faire sur le chemin du retour. Mais le fait que l'étranger l'ait suivie jusque-là était une raison suffisante pour obtenir du renfort. Elle composa de nouveau le numéro de la police locale sans perdre de vue l'homme. Le téléphone sonna et après environ 30 secondes, un opérateur de police apparut à l'autre bout de la ligne. La voix de Becky était paniquée et l'opérateur essaya de calmer la femme effrayée. Après y être parvenue, Becky expliqua sa situation désespérée. Elle parla de ses rencontres dans le métro et expliqua comment tout cela l'avait menée à cet appel. L'agent de police comprit et promit d'envoyer quelqu'un. Becky posa son téléphone sur la table de la salle à manger lorsque l'appel se termina. Le fait que des policiers soient en route lui donna un sentiment de soulagement. Des renforts étaient en chemin et Becky attendit nerveusement l'arrivée des hommes en uniforme. L'opérateur avait dit qu'il faudrait environ 15 minutes pour que la police arrive. Mais l'homme semblait être parti lorsqu'elle jeta un coup d'œil par la fenêtre après 10 minutes. L'attente des policiers était éprouvante, surtout avec l'homme en face de la rue étant parti. Alors, quand la sonnette retentit enfin après 15 minutes, Becky courut vers la porte de son appartement. La femme anxieuse déverrouilla toutes les charnières qui maintenaient la porte fermée et tourna la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais lorsque la porte de son domicile s'ouvrit, Becky resta sous le choc. Car ce n'était pas la police qui se tenait là. Le cœur de Becky manquait un battement, et pas dans le bon sens. Car elle se retrouva soudainement face aux yeux de l'étrange homme encore une fois. Il n'était pas parti, mais avait réussi à se rendre à son appartement d'une manière ou d'une autre. Becky resta figée sur place et ne savait pas comment réagir. Elle hésitait entre crier de toutes ses forces ou claquer la porte aussi vite que possible. La peur l'envahit. L'homme ne fit rien. Il se tenait là silencieusement. Mais lorsque Becky se libéra enfin de sa transe de peur et commença à refermer la porte,
Il fit un mouvement. L'homme plaça son pied gauche entre la porte et le montant, empêchant la porte de se fermer complètement. Et c'est alors qu'il brisa le silence et parla. « S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai désespérément besoin de votre aide, » dit l'homme. Becky regarda l'homme avec une confusion totale. La peur était encore clairement visible sur son visage, et il sembla que l'homme le remarquât aussi. Son mutisme jusqu'à présent le rendait encore plus effrayant. Mais maintenant qu'il parlait enfin d'une voix douce, cela calma Becky d'une certaine manière. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais l'homme semblait amical d'une certaine manière. « Pourquoi m'avez-vous suivi ?» Becky demanda d'une voix tremblante. Les yeux de l'homme étaient remplis de larmes alors qu'il continuait à parler. « Je ne peux pas expliquer en mots pourquoi je suis ici. Je peux seulement vous dire qu'il est essentiel que vous m'aidiez. S'il vous plaît, Becky, vous devez me faire confiance. » Becky vit des larmes couler sur le visage de l'étranger, adoucissant son extérieur dur de tout à l'heure. L'homme suppliait Becky d'écouter son appel, et Becky écouta attentivement. Les paroles de l'homme la surprirent, et pas seulement parce qu'il implorait désespérément son aide. Ce qui la surprit le plus, c'était que cet étranger connaissait son nom. Becky fixa les yeux de l'étranger et lui demanda comment il savait qui elle était. « Désolé, monsieur, mais tout cela me terrifie vraiment. » L'étranger comprit ses réserves, mais demanda encore une fois de lui faire confiance. Pour toute personne saine d'esprit, quelques mots désespérés d'un étranger ne suffiraient pas à provoquer la confiance. Mais quelque chose dans la manière dont cet homme se comportait fit croire Becky. Becky avait toujours été une personne qui faisait confiance rapidement, alors elle espérait que cet acte de foi ne se retournerait pas contre elle. Mais il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Elle accepta de lui faire confiance. L'homme lui demanda de le suivre. En réponse, Becky accepta l'offre de l'homme et attrapa son manteau tandis qu'il attendait à l'ouverture de la porte. Ils quittèrent le bâtiment ensemble et marchèrent dans les rues. Cela semblait toujours étrange à Becky, et elle serrait fermement son téléphone dans sa poche pendant leur marche ensemble juste pour être sûre. Pendant leur marche, l'homme révéla que son nom était David. Il dit aussi qu'ils s'étaient déjà rencontrés en personne auparavant. Lorsque David révéla ce fait, Becky leva les yeux vers l'homme avec confusion. Elle ne se souvenait pas avoir déjà vu son visage auparavant, donc cette révélation la surprit. Becky était captivée par David et lui demanda où cette rencontre précédente avait eu lieu. David sourit amicalement lorsqu'elle posa sa question et expliqua qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois à l'hôpital où Becky travaillait comme infirmière. « Je suis venue pour un rendez-vous il y a quelques semaines », expliqua David. Becky était l'infirmière qui l'avait aidé à l'hôpital. Il était venu triste et craintif, et tandis que tous les autres membres du personnel semblaient le traiter comme un numéro, Becky était la seule à être amicale et serviable. Et c'est pourquoi je vous ai suivi lorsque je vous ai vu dans le métro. Je savais que vous étiez la seule qui pouvait m'aider. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Becky écouta attentivement l'explication de David et essaya de se rappeler. Elle voyait des centaines de patients chaque semaine, donc la plupart se fondaient en un seul. Becky se gratta la tête en essayant de se concentrer sur le visage de David. Et puis une lumière s'alluma en elle. « Je me souviens maintenant, mais vous n'étiez pas à l'hôpital pour vous-même, n'est-ce pas ?» Becky déclara. David sourit, mais la jeune infirmière vit aussi que des larmes gonflaient de nouveau dans ses yeux. C'était clairement une question émotionnelle pour lui. Elle pouvait le dire. David essuya ses yeux, affirmant la vérité de ses paroles. « Je n'étais pas celui qui avait besoin de soins médicaux à l'époque. Et ce n'est pas moi qui ai besoin de votre aide maintenant. » David fit une pause alors qu'ils atteignaient une vieille maison de ville. « Nous sommes ici, » dit-il, déverrouillant la porte et faisant signe à Becky d'entrer. Becky hésita,
méfiante à l'idée d'entrer dans une maison avec un homme qu'elle connaissait à peine. Pourtant, alors que son anxiété atteignait son paroxysme, une voix de l'intérieur de la maison appela. « David, est-ce toi, mon garçon ?» La voix appartenait à la véritable raison pour laquelle David avait accompagné Becky et pourquoi elle se trouvait à sa porte. Témoignant des larmes de David, Becky ressentit une vague de compassion pour l'homme qui se tenait devant elle et franchit le seuil. L'intérieur était peu meublé. Dans le salon, Becky remarqua un vieil homme allongé dans un lit d'hôpital délabré, semblable à ceux de ses premières années d'infirmière en soins intensifs. L'homme, semblant être dans la soixantaine mais vieillissant au-delà de ses années, était extrêmement pâle et tremblait sévèrement. Malgré son expérience d'infirmière habituée à la maladie, Becky trouva la vue profondément bouleversante. « Qui est cette charmante fille, David ?» demanda le vieil homme, essayant de s'asseoir pour mieux voir. Ses efforts étaient visiblement douloureux et lents. David se précipita à ses côtés, lui conseillant de ne pas se fatiguer, et présenta Becky, expliquant qu'elle était là pour aider de l'hôpital. Becky ressentit une profonde sympathie pour eux deux. « Bonjour monsieur, mon nom est Becky. J'essaie encore de comprendre comment je peux vous aider, » dit-elle, regardant David avec interrogation. Il partagea alors la lutte de son père contre une maladie rare qui avait progressivement altéré sa mobilité et ses fonctions vitales au cours de l'année écoulée, entraînant de nombreuses visites à l'hôpital. Malheureusement, en raison de la nature expérimentale et coûteuse du traitement nécessaire, que leur assurance ne couvrait pas, il faisait face à des rejets constants de la part des établissements médicaux. David exprima sa frustration, notant que malgré leurs besoins désespérés, les établissements médicaux semblaient les rejeter. « C'est comme si nous n'étions pas pris au sérieux. » La voix de David était lourde de désespoir, révélant que la véritable préoccupation de Becky pour son père avait été leur seul espoir dans une année de ténèbres. Face à leur histoire déchirante, Becky se sentit accablée mais incertaine de la manière dont elle pouvait contribuer, étant donné son rôle dans un système qui les avait également rejetés. David la supplia de reconsidérer leur cas, suggérant qu'il pourrait y avoir quelque chose qu'elle pourrait faire pour éviter la mort imminente de son père. Quelques instants plus tôt, Becky craignait pour sa sécurité, fuyant une menace perçue, pour se retrouver confrontée à un appel à sauver la vie du père de David. Submergée par l'émotion, elle reconnut l'échec du système de santé à aider le vieil homme. « Nous ne pouvons pas l'abandonner, mais je ne sais pas quoi faire, » admit-elle, accablée par la gravité de leur situation et le défi de trouver une solution. Consciente de sa capacité limitée à apporter des changements seule, Becky s'engagea à explorer toutes les possibilités pour trouver de l'aide. « Je ne peux rien promettre, mais j'explorerai toutes les possibilités, » déclara-t-elle. Il était concevable que ses collègues puissent posséder des connaissances internes sur la manière de naviguer dans le système de santé, améliorant potentiellement la qualité de vie du vieil homme. Après s'être séparés, Becky passa la soirée à consulter sa meilleure amie et collègue chevronnée, Monica, qui connaissait bien le fonctionnement de l'hôpital. Malgré l'empathie de Monica pour la situation, elle admit son incapacité à aider David et son père, un sentiment partagé par d'autres membres du personnel que Becky contacta. Face à une impasse, Becky s'accrocha à l'espoir d'une percée. Se sentant impuissante mais déterminée à apporter un certain réconfort, Becky visita quotidiennement le père de David pour offrir un soulagement de la douleur, introduisant en douce des analgésiques de son lieu de travail. Cette routine évolua en soins complets, mais Becky réalisa son insoutenabilité à mesure que l'état du vieil homme se détériorait. Un jeudi orageux, avec un temps reflétant son désespoir, Becky se prépara à informer David qu'elle ne pouvait plus continuer ses soins. S'attendant à un accueil sombre, elle fut surprise par la joie inattendue de David. Intriguée par le bonheur inexplicable de David et la vue d'un gâteau de célébration,
Becky demanda la raison de la célébration. David, énigmatique comme toujours, évita une réponse directe, choisissant plutôt d'exprimer sa gratitude pour le soutien indéfectible de Becky. La confusion de Becky ne fit que s'approfondir jusqu'à ce que David révèle une nouvelle stupéfiante. Son père avait été approuvé pour le traitement salvateur qui leur avait été précédemment refusé, maintenant couvert par l'assurance. Becky était stupéfaite, se demandant comment ce retournement de fortune avait pu se produire. David raconta son plaidoyer incessant pour son père, partageant leur détresse avec les hôpitaux, les organismes gouvernementaux et finalement les médias. La réponse du public fut écrasante, avec des dons affluents et une grande compagnie d'assurance se proposant de financer le traitement en réponse à la couverture médiatique. David attribua ce miracle au soutien initial de Becky. Submergée de joie et de soulagement, Becky demanda à voir le vieil homme. Dans le salon, elle fut accueillie par son sourire faible. Saisissant ce qui pourrait être leur dernier moment ensemble, Becky engagea une conversation sincère, chérissant le temps passé avec lui. Dans les semaines qui suivirent, le vieil homme décéda paisiblement, laissant derrière lui un héritage d'amour et de gratitude. À ses funérailles, David exprima sa profonde gratitude pour les efforts de Becky, qui avaient été essentiels pour obtenir le traitement de son père. Cette expérience renforça l'engagement de Becky envers la gentillesse et l'assistance, laissant une marque indélébile sur sa vie. Elle fit le vœu de continuer à faire une différence, soutenue par la conviction que la compassion peut transformer des vies. Le parcours de Becky avec David et son père renforça sa détermination à aider ceux dans le besoin, témoignant du pouvoir de l'empathie et du soutien collectif. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.